Alors pour vous, en quoi cela consiste une langue, un langage? À s'exprimer, à dire ce qu'on ressent, entre humains, mais peut-être entre les arbres aussi. Une manière de communiquer, une stratégie pour communiquer entre êtres humains? Une langue, c'est à la fois un moyen de communiquer entre les gens de la même espèce, et c'est aussi tout ce qui culturellement va avec. C'est ce qui sert à communiquer entre les gens de la Terre. Une question très pertinente. Alexandra Nowakovska, maître de conférences en sciences du langage au laboratoire Praxilingue, responsable scientifique du projet FEDER FSE, aphasie et analyse du discours en interaction, constitution de bases de données et nouvelles méthodes d'exploitation. Nous avons entendu deux termes dans le micro-trottoir, langue et langage, qui sont parfois effectivement utilisés comme des synonymes. Alors qu'effectivement, on peut opérer une distinction entre ces deux termes. Le langage peut être associé à une aptitude, à une faculté humaine. Nous ne pouvons pas ne pas communiquer. Et le langage est effectivement un outil de communication. On parle souvent de langage écrit, de langage parlé, de langage corporel. Donc, différentes formes de langage. La langue peut être perçue donc comme une organisation spécifique, un système propre à une culture, langue française, langue des signes, langue anglaise, etc. Mais toutes les langues servent donc à communiquer, permettent la médiation donc, du langage, permettent à la faculté, notre faculté à communiquer, notre aptitude à communiquer, de s'exprimer. Et donc, nous sommes des êtres sociaux et nous sommes faits pour communiquer, pour interagir. Et le langage est un moyen qui nous permet de le faire. Et ensuite, bien sûr, nous avons besoin d'une langue particulière pour nous comprendre. Effectivement, si je commence à vous parler dans ma langue maternelle, je continue, j'ai la faculté de langage, j'interagis, mais l'intercompréhension ne se fait pas. Effectivement, important de faire la distinction entre le langage et la langue. Sylvie Maurice-Gasser, docteur en neurosciences, chercheur à l'Institut de génomique fonctionnelle, maître de conférences à la faculté de médecine, orthophoniste en neurologie et neurochirurgie au CHU de Montpellier. Et je pense qu'il faut faire une autre distinction entre le langage, la langue et la parole, parce qu'on a tendance... on peut avoir tendance à confondre langage, langue et parole, alors que la parole, c'est simplement, entre guillemets, parce que c'est pas si simple que ça, la mise en œuvre motrice, en fait, de programmes articulatoires qui vont nous permettre d'exprimer notre pensée et donc d'exprimer le langage. Donc le langage, par l'intermédiaire de notre langue, effectivement, qui est partagée par une communauté, donc un système de codes, de signes, etc. Donc le langage, en fait, c'est une activité extrêmement complexe qui, pour résumer de façon assez drastique et très schématique, consiste à manipuler des représentations sur tout le monde qui nous entoure, en fait. Et ce langage, il n'est absolument pas dépendant de la langue qu'on utilise et de la parole qu'on va utiliser pour transmettre ces représentations conceptuelles, abstraites, etc. Donc, langage, langue et parole sont trois concepts différents, distincts, mais qui fonctionnent bien sûr en interaction, et l'un ne pouvant pas fonctionner sans l'autre. Pour l'aphasie, du coup, l'idée, c'est que c'est un problème dans la manière d'articuler sa pensée. Comme par exemple dire, est-ce que c'est composer la pensée comme demain je vais manger dehors, ou est-ce que c'est au moment d'actionner son corps pour le communiquer à quelqu'un qui pose problème? Alors, donc, on peut aborder effectivement
les symptômes, les difficultés que donc ont les personnes aphasiques pour communiquer, les caractéristiques linguistiques de leur langage et donc les difficultés que cela peut engendrer. Donc il peut y avoir effectivement des difficultés articulatoires qui vont concerner la prononciation de certains phonèmes, par exemple, parce qu'on peut par exemple avoir une paralysie faciale qui va donc gêner la prononciation de certains sons, de certains phonèmes. Et donc là, ce n'est pas nécessairement la pensée, enfin la traduction de la pensée qui est affectée, mais plutôt donc l'aisance articulatoire de la personne. Et il y a donc tout à l'heure ça a été dit 2 types d'aphasie, fluente et non fluente, et on va les donc évaluer en décrivant, en évaluant plutôt la qualité et la quantité du discours. On va évaluer les discours du point de vue quantitatif et qualitatif, c'est-à-dire que dans les aphasies non fluentes, on va observer une certaine réduction du débit. Ça va être un débit très lent, la personne va mettre beaucoup de temps pour produire les mots, va forcément désorganiser, c'est des productions qui peuvent avoir, qui présentent certaines déformations concernant le débit, la prononciation, mais qui peuvent rester tout à fait compréhensibles. Simplement, dans ce cas, les locuteurs vont se plaindre que les gens ne sont pas suffisamment patients. Et donc, ça va être une entrave à la communication, à l'interaction, parce que donc, ça nécessite trop de temps. Il y a un temps de latence trop important avant de répondre à une question, avant de produire. Et donc, ça prend beaucoup de temps. Il y a aussi donc des difficultés qu'on appelle des paraphasies. Par exemple, des paraphasies phonémiques, la personne va insérer des phonèmes dans un mot qui n'existe pas. Elle va dire, par exemple, j'ai prodigressé, au lieu de dire je progressais. On m'a mis dans une cellule pendant 1 mois au lieu de on m'a mis dans une cellule, etc. Donc il y a aussi des paraphasies lexicales, verbales, où la personne va employer un mot pour un autre, parfois sans aucun rapport. Les mots, mettons, cible et la clé, et elle va donc le dénommer écureuil. Rien à voir. Parfois, il y a donc l'utilisation des paraphasies sémantiques, c'est-à-dire qu'elle va employer un mot qui a une relation sémantique avec le mot cible. Par exemple, je ne sais pas, cette fois c'est le mot cible écureuil, elle va dire le chat. Les deux appartiennent au règne animal, donc il y a une relation. Et ainsi de suite, il y a des paraphasies formelles où la personne va changer un phonème, par exemple, dire table à la place de sable. Ça nous arrive aussi à tous, ces paraphrases, c'est la quantité ensuite et les niveaux de notre conscience qui peut différer. On s'en rend compte notamment quand on produit de lapsus, parfois ce sont donc des paraphrases formelles. Ce qui est important de savoir, c'est qu'a priori, la pensée de toute personne aphasique est intacte. Donc ils ont une pensée qui s'élabore, bon, voilà. Je dis a priori parce que ça peut être quand même assez difficile à tester, si on peut dire, et à mettre en évidence, puisque la personne ne va pas être en mesure forcément de répondre par rapport à ce type de questions. Mais il y a un certain nombre de cas historiques de personnes aphasiques qui ont récupéré et qui ont pu dire après, mais quand j'étais emmurée et que je ne pouvais pas parler, ou alors au contraire, quand je vous racontais des choses complètement abracadabrantesques, j'ai réussi à le dire, je suis très fière,
J'ai bien préparé en amont. Donc ces personnes-là ensuite disent mais ma pensée était intacte et je me rendais compte que je disais que ce qui sortait de ma bouche n'était pas du tout ce que je voulais transmettre, mais je ne pouvais pas le contrôler. Ça sortait, voilà. Et après je pouvais pas corriger. Bon, des problèmes de contrôle, donc des problèmes du coup cognitifs un petit peu plus généraux qui sont pas strictement uniquement liés au langage. Qui font que, ben voilà, quand ils veulent dire chaussures, ils disent éléphant, ils n'arrivent pas à contrôler cette sortie de mots. Donc, a priori, la pensée est vraiment intacte. Et ensuite, on va avoir des tableaux d'aphasie où les personnes vont avoir des troubles de la compréhension, une anosognosie, c'est-à-dire qu'elles ne se rendront pas compte de leurs difficultés, donc que ce qu'elles produisent, ce n'est pas du tout ce qu'elles souhaitent dire. Donc elles seront persuadées avoir dit chaise alors qu'en fait elles ont dit éléphant. Et du coup, ça, évidemment, ça peut mettre dans des situations d'agacement importantes pour la personne qui est absolument pas comprise. Mais elles en auront pas conscience. Et du coup, ça donne un petit peu l'impression qu'elles se rendent pas compte de grandes choses et que leur pensée est peut-être un peu altérée, alors que pas du tout. Leur pensée est vraiment intacte. Dans quelle mesure c'est évolutif ? Dans quelle mesure c'est réversible? Et est-ce qu'on peut le prédire en fonction, j'imagine, de la gravité des lésions cérébrales qui sont en place? L'étiologie principale d'une aphasie, c'est-à-dire la cause principale d'une aphasie, c'est un AVC, donc accident vasculaire cérébral. Plutôt dans l'hémisphère gauche, puisque c'est quand même l'hémisphère qui est très majoritairement impliqué dans le langage formel. Je dis plutôt dans l'hémisphère gauche parce qu'il y a quand même des réseaux de traitement impliqués dans la communication, au sens large, au niveau de l'hémisphère droit, mais bon, voilà, plutôt quand même pour tout ce qui est langage formel au niveau de l'hémisphère gauche. Après, il peut y avoir d'autres raisons qui amènent une aphasie, comme un traumatisme crânien, une tumeur cérébrale, et certaines maladies neurodégénératives, et notamment ce qu'on appelle l'aphasie primaire progressive, qui, comme son nom l'indique, va évoluer malheureusement vers d'une aphasie relativement légère où la personne a des difficultés à trouver des mots, par exemple, de façon sporadique, jusqu'à des troubles phasiques beaucoup plus importants. Donc là, il y aura une évolution. En revanche, dans le cadre d'une aphasie post-AVC, c'est-à-dire quand même la grande majorité des cas, il ne va pas y avoir de progression négative de l'aphasie. S'il n'y a pas d'autres maladies, et notamment neurodégénératives associées, il va pas y avoir, ça ne va pas s'aggraver. Ça ne pourra que s'améliorer ou rester dans... comment dire, la personne ne retrouvera pas forcément la possibilité de s'exprimer verbalement, ou en tout cas oralement, mais c'est là que l'orthophoniste va intervenir pour éventuellement pallier ces difficultés avec des moyens de communication alternatifs ou autres. Je sais qu'il existe aussi des problèmes de troubles de langage chez l'enfant. Et j'aimerais savoir à quel âge ça apparaît, comment on le détecte, voilà, quels sont... parler un petit peu de ces problèmes spécifiques chez l'enfant. Tout à fait mon domaine de spécialité. Le problème, sans doute, les orthophonistes qui sont dans la salle peuvent peut-être confirmer. C'est plutôt donc lié à la dyslexie, un trouble de l'apprentissage, peut-être trouble de mémoire de travail. Je pourrais peut-être en dire un peu plus, mais est-ce vraiment un trouble, un retard de parole, notamment qu'on constate chez les enfants bilingues. Mais ce sont des troubles très passagers qui disparaissent assez rapidement. Parfois, ça décourage effectivement l'entourage familial à poursuivre l'éducation bilingue. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut constater. C'est tout à fait transitoire, donc ça peut engendrer des difficultés d'apprentissage, mais vraiment transitoire. Et finalement, c'est sans doute un avantage plus qu'un inconvénient. C'est un inconvénient passager en tout cas.